Je suis avec Maître Jacques Schroeter à Sion. Maître Schroeter a attiré mon attention il y a quelques mois en arrière quand j'ai découvert quelques lettres qu'il a rédigées en lien avec sa position, prise de position par rapport au Covid. Et je trouvais très très intéressant les éléments médicaux qui étaient extrêmement bien recherchés. Maître, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous, docteur, d'être là. Comment ça se fait que vous avez investi tellement dans la matière médicale, qui n'est pas du tout votre domaine, mais il semble que vous avez bien compris les choses? Je dirais que je n'ai pas investi dans le domaine médical. Ce sont les mesures qui ont été prises qui m'ont fait réagir. Parce que ces mesures étaient tellement surprenantes, tellement étonnantes, qu'à partir d'un certain moment, j'ai dit, mais c'est pas possible de ne rien faire, il faut aller voir de plus près ce qui se passe. Et puis, en analysant de plus près, ça devenait incompréhensible. Et c'est pour ça que je me suis mis à poser des questions, d'où mes différents courriers. Je tentais d'obtenir des réponses. Et puis, les mesures étaient de plus en plus folles, de plus en plus incompréhensibles. Si bien que je me suis dit, il doit vraiment y avoir quelque chose là derrière, et je ne sais toujours pas ce qu'il y a là derrière. C'est pour ça que j'ai écrit, j'ai relevé les éléments. Ce qui m'a choqué, c'est que l'on prenait des mesures sans se rendre compte des conséquences économiques, ou sans réellement prendre connaissance des conséquences économiques et surtout sociales qui en résultaient. Et voilà, et puis ensuite je me suis mis à étudier aussi bien les vidéos qui étaient pro-vaccin que contre-vaccin, et j'ai jamais trouvé vraiment quelque chose qui tienne la route. Ce qui m'a choqué par contre, c'est que les avis qui étaient clairement opposés à la pensée dominante étaient systématiquement dénigrés, voire rejetés, tout simplement cancellés, on les éliminait carrément des plateformes. Et c'est ça qui est grave, parce que pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à défendre des libertés fondamentales, quelqu'un qui a cru en un tronc intangible de notre société, qui était la Constitution fédérale, les droits constitutionnels, eh bien, j'ai vu qu'en fait, d'un revers de manche, on pouvait mettre tout ça par terre. Et ça m'a profondément questionné, et j'ai toujours pas les réponses, sauf arriver à des conclusions assez dramatiques, de dire que la loi, elle est faite pour nous, les petits, mais que pour les dirigeants, eh bien, la loi doit simplement être modifiée pour pouvoir appliquer ce qu'ils ont envie d'être appliqué. C'est des conclusions assez sévères, mais pour l'instant, ce sont celles auxquelles j'arrive. Puis après cela, j'ai essayé d'examiner par rapport aux différentes mesures qui étaient prises, quel était le rôle du médecin dans ce... Moi, je suis moi-même patient auprès de médecins, et j'ai pu découvrir que les médecins n'aimaient pas parler. Lorsque je les questionnais sur le vaccin, on me répondait toujours, on fait confiance à Swissmedic, et puis on n'allait pas chercher plus loin. Voilà, donc, tous ces éléments m'ont fait me poser des tas de questions. Vous avez envoyé beaucoup de courriers aux autorités cantonales, sauf aussi fédérales, et il y avait aussi des réponses? Alors j'en ai reçu très peu. J'en ai reçu, je crois, en tout 2. Mais là, je dirais que la première était une réponse par courriel de la part de l'OFSP qui démontait tout ce que j'affirmais, mais qui contenait quand même un élément d'importance, c'est qu'à la fin de ce mail, il était dit textuellement, je cite, « Nous vous rejoignons sur un point, c'est que nous n'avons aucune connaissance quant aux conséquences du vaccin. » Et ça, à mon avis, c'est extrêmement grave. Parce que comment peut-on défendre un produit dont on n'a pas connaissance des conséquences à long terme? Maître, si vous êtes d'accord, on va peut-être aller tout de suite un peu plus loin par rapport à la situation des médecins. Le médecin, il a certaines obligations dans la manière il doit faire son travail.
Donc, si un médecin dit aujourd'hui dans la consultation, pour répondre correctement aux questions d'un patient par rapport aux effets secondaires de la médication, ou d'une médication, ou d'un vaccin, ce type de vaccin, et il va dire on ne connaît pas les effets secondaires de longue durée, alors il répond dans le sens de l'OFSP. Par contre, les médecins sont tenus de participer à la campagne de vaccination, sur tout ce qui concerne les personnes à risque. Donc, comment vous expliquez ce champ de tensions contradictoires où, d'une part, on doit favoriser clairement quelque chose, d'autre part, on ne connaît pas certains effets, surtout pas les effets secondaires de longue durée. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question, et je pense que si on a la réponse à cette question, on aura la réponse à toute la problématique actuelle. Ce que je constate, par contre, c'est que on a aujourd'hui des circonstances qui empêchent presque le médecin de remplir correctement sa fonction. Un des devoirs du médecin, le premier devoir d'ailleurs, c'est le devoir d'information. Et dans ce devoir d'information, il y a différentes rubriques. La première rubrique, c'est un devoir de diagnostic. Ça, c'est pas trop compliqué à expliquer. Ensuite, il y a un devoir d'expliquer la thérapie que l'on veut mettre en place. Il y a un devoir aussi en disant que cette thérapie a tel et tel résultat, c'est-à-dire un pronostic, un résultat. Dans le devoir d'information du médecin, il y a également de préciser quelles sont les alternatives possibles à un traitement. Et ensuite, l'obligation importante d'indiquer les risques. Et puis aussi, éventuellement, les avantages, s'il y a des avantages. Et ce n'est que si on peut remplir toutes ces obligations-là qu'on peut parler de consentement éclairé du patient. Alors, or, aujourd'hui, comment peut-on éclairer correctement un patient si on ne sait pas quelles sont les conséquences à long terme? Est-ce qu'il suffit de leur dire nous ne savons pas quelles sont les conséquences à long terme pour remplir son obligation? Je ne pense pas. Ou alors il faut avoir un certain devoir de réserve. Mais toujours est-il que ce qui me paraît important, c'est que ce devoir d'information a pour but de permettre un consentement éclairé du patient. Ce n'est que si le patient est correctement informé par des éléments qui existent de par les éléments scientifiques et qui sont scientifiquement prouvés, et puis qu'il a reçu des bonnes informations et qui ne soient surtout pas trompeuses. Et c'est seulement s'il est totalement libre et sans pression que ce consentement peut être éclairé. Alors on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qui s'est passé en tous les cas avec le Covid, est-ce que les patients étaient réellement libres de se faire vacciner ou pas? Je n'ai pas l'impression. Pourquoi vous n'avez pas l'impression? Parce qu'il y a une telle pression sociale, et c'est ça qui a été extrêmement néfaste, c'est qu'on a présenté les personnes vaccinées comme étant de bons citoyens, alors que les personnes non vaccinées étaient des citoyens, des mauvais citoyens parce qu'ils étaient égoïstes et irresponsables. Et en propageant cela au sein de la société, on a créé d'abord des amitiés qui se sont défaites, et puis on a détruit des familles. Et personne n'en a tenu compte. On n'a pas du tout traité ce point-là, et ça, c'était extrêmement grave. Alors, quand on a la pression de devoir se faire vacciner pour travailler, est-ce qu'on est vraiment libre? C'est une question qu'on peut se poser. Ma réponse d'avocat est non. Restant peut-être justement sur le consentement éclairé, c'est la manière dans laquelle les choses doivent être élaborées. C'est bien d'abord un entretien et puis une signature de la part du patient qui confirme avec sa signature qu'il a compris les éléments transmis. Et je relève encore... C'est juste. Ça, c'est juste. Et dans tous les procès où il y a une responsabilité de médecin, il appartient au médecin de prouver que le patient a été correctement informé. Ça doit ressortir du dossier. Donc ça protège les médecins. Ça protège le médecin. Si le médecin n'est pas à même de prouver qu'il a correctement éclairé le patient, sa responsabilité civile est engagée. Donc, tous ces devoirs dont vous avez parlé par rapport à diagnostic, thérapie, prognostic, etc.,
ça fait partie du tâche quotidien d'un médecin. Et dès qu'on a affaire avec une situation inconnue, avec un produit, où on n'a pas encore suffisamment de recul, on doit informer le patient que voilà, les informations sont lacunaires et le patient se met d'accord en signant le document qu'il a compris ce qu'on lui a expliqué. J'ai moi-même réclamé que l'on me délivre un exemplaire des documents de consentement éclairé des patients. D'accord. Je n'ai jamais rien reçu. D'accord. La seule chose que j'ai reçue, c'est un document qui était adressé aux parents d'élèves mineurs, où il était demandé aux parents de simplement cocher la case où ils donnaient leur accord au vaccin. Il n'y avait pas d'autres informations. Maintenant, il y avait la campagne de vaccination dans le monde entier, sur tous les tranches d'âge, mais aussi dans les écoles. Dans les écoles, est-ce que vous savez qui a fait les entretiens avec les élèves? Parce qu'il faut du temps, n'est-ce pas? Ça ne se fait pas dans 2 minutes. Puis les gens qui ont vacciné, qui ont fait le geste, devraient alors bien faire transmettre toutes ces informations avant la signature. Comment ça s'est déroulé? Vous avez Alors, je ne connais pas le processus, j'ai simplement appris que les élèves étaient invités, pour ceux qui le voulaient, de descendre d'un étage pour aller se faire vacciner, ce qui est quand même assez grave. Moi, j'étais surpris de voir que... En fait, il y a eu comme un vent de folie en faveur du vaccin, qui est un des éléments qui m'a poussé en fait à me poser des tas de questions et qui devrait inciter tout un chacun à se poser des questions. Lorsqu'on commence à faire de la publicité pour un médicament, d'ailleurs ce qui est interdit généralement, on commence à faire de la publicité pour une thérapie, je le veux bien, mais il ne faut pas que ça devienne du McDonald's. Alors, qui est finalement responsable pour des éventuels effets secondaires? À mon avis, le thérapeute qui a vacciné, il a son devoir. Il doit prouver qu'il a correctement rempli son devoir d'information et qu'il a obtenu un consentement éclairé. Alors, si les choses se font dans un cadre scolaire et les gens qui ont effectué le geste sont des employés de l'État, alors qui est responsable finalement si c'est des employés de l'État? Alors, il doit y avoir la personne qui le fait, déjà, elle doit quand même savoir ce qu'elle fait, puis il y a une responsabilité de l'État. De la même manière qu'un médecin qui travaille dans un hôpital, il doit remplir toutes ces obligations-là. À défaut, il engage la responsabilité de... Donc, si j'ai bien compris, il y a une responsabilité de l'État qui a payé les gens pour faire le geste et il y a une responsabilité individuelle de la personne qui était impliquée. Qui fait le geste. Vous avez écrit combien de courriers au total aux autorités? Je ne sais pas exactement le nombre, parce qu'il y a une partie des courriers qui sont partis directement au Conseil fédéral et puis une partie directement au Conseil d'État, parfois même aux deux entités. Il doit bien y avoir 6 ou 7 courriers en tous les cas. Donc, il y avait 2 réponses. Il y a eu 2 réponses. Est-ce que vous avez eu des difficultés à la suite de vos... Non, alors personnellement pas. J'ai pas eu, je m'attendais peut-être. J'étais très étonné, c'est que j'ai reçu par contre un très grand nombre de mails de soutien, certainement plus de 1000 mails de soutien. Et je m'attendais quand même à recevoir quelques mails de personnes qui allaient être virulentes à l'encontre de ma position. Et curieusement, c'était pas le cas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les mails que j'ai reçus démontraient tous un état de tristesse de la part des personnes qui l'émettaient, de voir comment ce monde pouvait ainsi se lancer dans une opération sans qu'il y ait trop de réflexion. Ça me paraît beaucoup. 1000 mails de soutien que vous avez reçus favorablement à vos actions. Aucun négatif. Et vous dites qu'il y avait des retours, une certaine tristesse que vous avez ressentie parce que... Un désarroi, c'est-à-dire que les personnes étaient désemparées de voir ce qui se passait à l'intérieur même de la société sans que personne ne réagisse.
C'est ça qui était extrêmement choquant. Et je crois que si mes lettres n'ont pas eu beaucoup de succès auprès du Conseil fédéral ou du Conseil d'État, par contre, elles ont apporté beaucoup d'énergie, de soutien à ces personnes-là. Et c'était ce dont je me réjouis pleinement. Parce que c'était le culte. Maître, j'aimerais revenir un peu sur la motivation personnelle de votre part. C'est du temps, n'est-ce pas, ce que vous passez derrière votre table pour lire, rédiger. Ce sont parfois des longues lettres que vous avez faites. Qu'est-ce qui vous avait motivé? Il doit y avoir quelque chose de très touchant, là. Bon, là, je pense qu'on va toucher à la personnalité de chacun. Comme je l'ai expliqué, c'est le fait d'avoir passé ma vie à lutter pour la liberté, pour l'indépendance d'esprit, pour défendre des institutions que je pensais être beaucoup plus démocratiques que ce que finalement elles ont montré. Et de voir que tout ceci n'existait plus, m'a tout simplement dit tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu réagisses. Et puis je pense que c'est un petit peu comme tout un chacun qui croit en quelque chose et puis qui a un but dans sa vie et qui veut simplement le réaliser. On ne peut pas. C'est sûr que la solution de facilité eût été de dire bon, je fais confiance. Et puis... Mais quand les éléments sont si anachroniques, si incompréhensibles, que l'on comprend, enfin qu'on n'arrive pas à comprendre le pourquoi, on est obligé de se poser des questions. Et c'est ce qui m'a fait craindre le pire pour la suite, c'est qu'il y a eu très peu de personnes qui se sont posées des questions. Je dirais qu'on a à peu près les mêmes proportions que ce qu'on a vu dans les votations. On a peut-être une 30% de personnes qui se posent des questions en étant surprises de ce qui s'est passé. Et puis le reste n'a fait que suivre les recommandations. C'est sûr qu'il est bien plus facile de suivre que de s'opposer. Mais après, c'est une question d'honnêteté personnelle. Chacun doit agir en fonction de ses propres convictions. Moi, j'aimerais bien découvrir un peu plus la personnalité parce que je vois des motivations très, très profondes là. Il y a quelque chose qui n'est pas très clairement sorti à mon avis. Donc, ce ne sont pas juste des valeurs éthiques. Il y a quelque chose. Vous dites, je croyais à un état de droit, etc. Vous en êtes où avec vos estimations et croyances aujourd'hui par rapport au droit? Par rapport au droit, je ne suis pas très confiant parce que comme j'ai pu voir qu'on mettait tous ces droits constitutionnels par terre dans revers de manche, je ne suis pas très confiant. Maintenant, c'est pour mes motivations personnelles, je pense qu'il y a des motivations spirituelles à l'arrière tout de même. Je pense qu'il y a une petite voix qui, à un moment donné, m'a dit, écoute, tu ne peux pas laisser passer ça comme ça parce qu'il y a des éléments plus importants à l'arrière. Donc c'est un état de conscience. C'est un état de conscience, oui. D'accord. Et de ne pas réagir, qu'est-ce que ça ferait? Je pense que je n'aurais pas pu ne pas réagir parce que je n'aurais pas été conséquent avec moi-même. Je crois que tout un chacun a cette petite voix qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que quand il y a cet état de conscience, il y a l'expérience. Vous avez fait combien d'années dans ce domaine d'avocat? Bon, c'était pas ma première profession. Hein. Vous étiez notaire, avocat, c'est ça? Non, avant d'être avocat notaire, j'étais professeur de mathématiques pendant 4 ans. Et puis, après 4 années de professorat, j'ai aussi une petite voix au fond de moi qui m'a dit tu ne peux pas rester comme ça, tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Et c'est comme ça que je suis parti faire du droit. Donc j'ai un peu toujours suivi mon instinct et c'est cet instinct-là qui m'a fait réagir. Puis en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ma profession parce que je pense que c'est une profession où on peut être totalement libre. On peut être encore totalement libre. Je ne sais pas si aujourd'hui les médecins peuvent dire pareillement quand on voit qu'on va vers une médecine technocratique. En fait, on veut imposer aux médecins ce qu'ils doivent faire. Et puis ça paraît extrêmement grave parce que dans les règles du mandat qui régissent la profession de médecin, il y a un rapport une importance personnelle qui
qui est primordial. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un rapport de confiance entre le thérapeute et le patient, et ça va plus loin que simplement des conseils médicaux. Donc vous étiez prof en mathématiques, après vous avez fait vos études de droit. Combien d'années vous avez exercé le droit? Depuis 1986 à aujourd'hui. Donc. Alors ça fait une bonne expérience. Ma question moi je me suis posé souvent d'un point de vue médical, mais on peut appliquer ça sur toutes les professions. Lorsqu'il y a du savoir et l'expérience, l'observation, etc. dans le terrain, quelle est notre responsabilité? Est-ce qu'il y a une responsabilité qui vient avec la connaissance et le savoir? Je pense que oui. Une responsabilité. Ne serait-ce déjà en remerciement de toutes les ouvertures que ce savoir nous a fait connaître, je pense qu'il y a une responsabilité. Et d'ailleurs, c'est malheureusement un peu ce qui se perd aujourd'hui, c'est ce rapport personnel entre la personne qui a une certaine expérience et puis celui qui se forme. On a un peu trop tendance à dire on va tout trouver dans les livres et puis on s'enferme sur Internet alors que les rapports personnels sont primordiaux, à mon avis. Et c'est ça le grand danger. Y a-t-il là derrière une volonté, justement? Je me suis même posé la question à un moment donné s'il n'y avait pas une volonté, justement, de dissoudre ces liens personnels, parce que c'est quand même eux qui vont faire que les gens réagissent ou pas. Et il faut quand même reconnaître qu'ils ont admirablement réussi dans leur démarche, si c'était ça leur but. Alors, qu'est-ce que vous conseillez de quelqu'un qui a ressenti cette pression pour se faire vacciner, mais qui voulait finalement pas, et qui a maintenant effectivement peut-être des effets secondaires, mais voilà, il n'est pas sûr non plus, parce que la causalité n'est pas toujours claire, mais c'est pas exclu non plus. Qu'est-ce que vous conseillez à un tel client qui vient vous voir, qui dit mais j'ai peut-être là, depuis que je faisais l'injection, je suis toujours fatigué, je me sens moins bien. Comment procéder dans de telles situations? Alors, je pense que la première des choses à faire, c'est d'en parler à son médecin. Et le médecin qui l'a vacciné, je pense que c'est la première chose. Et puis lui demander à lui qu'est-ce qu'il fait de cela. Parce qu'il est important que lui reporte cela plus loin, puisque c'est son devoir. Hein. Surtout en l'état actuel de ces vaccins, qui sont toujours en phase 3. Donc c'est quand même important que tout ceci soit reporté. Et puis malheureusement, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. C'est un peu compliqué pour les médecins parce qu'ils sont tenus de participer à la vaccination. C'est écrit dans la loi pour les épidémies. Donc le médecin ne va pas facilement s'articuler sur les choses qui se sont déroulées, d'établir une causalité entre une injection qui a eu lieu 3 mois plus avant, c'est pas facile non plus. Donc il y a un flou là. Alors ça, je peux l'admettre. Mais après, donc je ne suis pas médecin, mais c'est le médecin qui, lui, peut être à même de se rendre compte s'il y a une causalité ou pas. J'imagine qu'une personne qui est en pleine santé, qui a 18 ans, qui n'a jamais été malade, et puis qui tout à coup a des problèmes, je ne sais pas, des myocardites ou je ne sais pas quoi, il peut quand même se poser la question si c'est normal ou pas. Après, c'est au médecin ou au scientifique d'y répondre. Imaginons, il y a un médecin qui fait beaucoup d'efforts pour comprendre un petit peu ce qui se passe avec ce vaccin, qui fait des recherches au niveau international, etc., ce qui se passe dans d'autres pays, et il a un regard un peu plus critique. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation où ces médecins risquent d'avoir ou de recevoir des courriers de la part des autorités parce qu'il a un regard critique sur la vaccination. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à un tel médecin? Alors, je conseille à un tel médecin d'être lui-même et puis d'aller jusqu'au bout. Et je pense que ce sera la seule manière de sauvegarder une profession. On me dit souvent, oui, les médecins n'osent pas bouger parce qu'ils risquent de perdre leur job. Moi, j'ai la conviction contraire,
c'est que si les médecins ne réagissent pas, ils vont effectivement perdre leur profession. Parce qu'on va vers une médecine totalement technocratique, et je ne serais pas surpris que dans quelques années, une personne qui ne se sent pas bien le matin, qui a mal à la tête, eh bien, elle ira sur Internet, sur un site médical, et puis il va simplement indiquer le lieu où il ne se sent pas bien. Puis après, il y aura une série de questions qui lui seront posées, des cases à cocher, puis finalement, il va recevoir l'ordonnance. Et puis là, on n'aura plus besoin des médecins, parce qu'on aura une médecine technocratique, et puis malheureusement, dans cette médecine, on a oublié l'humain. Parce que le facteur humain est certainement essentiel. C'est peut-être même le premier facteur. Je ne suis pas médecin, mais j'imagine, moi, je vois déjà dans ma profession, le facteur humain a une importance considérable. Et j'imagine qu'en médecine, d'autant plus. Et puis, j'ai moi-même fait l'expérience personnelle qu'en fonction de mon état de fatigue, de mon état, enfin, de mes énergies, je vais mieux ou moins bien en fonction de cela. Donc, il y a vraiment l'humain là derrière qui me paraît être essentiel et qu'on est en train gentiment de mettre de côté. Donc vous conseillez aux médecins d'aller jusqu'au bout. Ça demande aussi la disponibilité d'un avocat qui sait prendre en main les choses. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin qu'il y ait chaque fois un avocat. Moi, je pense que si les médecins s'ils sont plusieurs à émettre le même avis, puis qu'ils décident de se soutenir l'un l'autre, je pense qu'on peut aller. Et c'est pas seulement pour les médecins, je pense que c'est vraiment pour toute la société, la même chose. C'est-à-dire que si toutes les consciences s'éveillent, les autorités pourront faire ce qu'elles veulent, mais ne pourront pas lutter là contre. Et c'est la seule manière de pouvoir réagir en ce moment. Ouais, je confirme à 100% que le lien entre un patient et le médecin, c'est là où le médecin peut développer l'art de la médecine. Quand il n'y a plus d'interaction, l'art de la médecine, c'est surtout la communication, la capacité à observer. Ça, c'est une chose. Donc, ça se fait dans la construction de liens avec l'autre. L'autre partie, c'est la partie scientifique où on essaie d'appliquer à travers des méthodologies, etc., de comprendre mieux la complexité de la nature humaine. Donc, il y a deux cas de figure. Mais la médecine, c'est ça. C'est un art et c'est la science. Dans une société où on va vers une médecine plutôt automatisée, des protocoles, des schémas, sans prendre en compte l'individualité, c'est clair, on va de plus en plus s'éloigner d'une médecine qui est un art. Et là, c'est une question très importante et large. Qu'est-ce qu'on veut en tant que société ? Qu'est-ce que nous voulons ? Et qui doit prendre, qui, à votre avis, doit être impliqué dans un tel discours, dans une telle discussion ? À mon sens, ce sont les personnes qui sont à la tête de ces professions-là qui doivent en prendre conscience. Et puis après, de vouloir concrétiser ou surtout maintenir, parce qu'il existe encore des médecins qui font leur travail correctement et qui accordent une importance à l'humain. Et en fait, c'est cette médecine-là que l'on doit, comme vous l'avez relevé très justement, c'est un art. Et l'art exprimé via l'électronique, c'est un petit peu différent. Moi j'ai voulu vous voir parce que quand je lis vos courriers, j'ai vu une très belle intégration des éléments médicaux dont vos courriers élaborés dans un cadre juridique. Et là, j'ai vu deux disciplines de se fusionner, de se réunir. Et moi, je me pose beaucoup la question si la situation actuelle avec le Covid, tout ce que le Covid a réveillé, si c'est pas aussi une opportunité pour nous, en tant que société, de réfléchir, discuter, rentrer en dialogue et de redéfinir vers où on veut aller. Et qu'est-ce que vous pensez ? Cela demande un dialogue vers l'interdisciplinaire ou un dialogue plutôt encore réductionniste dans une discipline spécifique ? C'est une grande question.
Le problème, en fait, si l'on regarde maintenant ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, on se rend compte qu'on rencontre exactement les mêmes éléments que ceux que nous avons rencontrés dans le cadre du Covid. Donc c'est pour ça que je suis assez pessimiste quant à l'avenir. Ce que je souhaiterais, je pense, dans un premier temps, c'est que nous puissions retrouver cette liberté d'expression qui a disparu. Ce que je souhaiterais, c'est que les médias aussi, en fait, ils jouent leur rôle, c'est-à-dire de permettre à tous les avis de s'exprimer. Je dirais même que le monde médical aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, il me semble que la science, c'est justement une opposition d'avis, et c'est comme ça qu'elle avance, la science. La science, elle avance pas avec des avis unanimes, c'est pas comme ça. Et si on arrive à réintroduire ces règles, je pense qu'on peut aller vers quelque chose. Ou alors, si on continue vers cette gentille démocratie, totalitarisme vers lequel on va, je pense que cette société va s'écrouler. Après, il faut rester optimiste. On ressortira quelque chose de certainement meilleur pour la Terre, et puis avec des individus qui apprécieront peut-être le prix de la liberté et puis de la réflexion. Donc les acteurs d'un dialogue pour construire un avenir, parce qu'on met en question ce qui s'est passé, sont des acteurs de plusieurs domaines où il faut créer un dialogue pour définir une voie qui permet surtout à nos enfants. C'est surtout pour nos enfants, c'est de pouvoir développer leur potentiel. Le problème est effectivement celui-là, c'est qu'on a l'impression que plus personne joue son rôle. Alors, est-ce qu'il y a une corruption telle que plus personne ne peut remplir son rôle? Ça, je ne sais pas, mais en fait, si déjà dans le monde médical, on acceptait des avis contraires et puis qu'on les étudiait pour avancer, ce qui se faisait, il me semble, autrefois. Si dans la presse, on accepte des avis contraires, mais qu'on en reste sur des éléments de fait sans toujours juger, et puis en allant sur l'émotionnel, et pour maîtriser les gens, si on commençait à avoir des avis divergents et pas toujours les mêmes discours pour faire peur aux gens, peut-être que les gens réfléchiraient un petit peu différemment et chacun aurait sa propre conviction. Mais pour cela, il faut être prêt à admettre les avis de chacun, ce qui semble ne plus être le cas. Regardez, si vous êtes opposé au vaccin, comme médecin, vous avez des ennuis. Et puis pour le simple quidam, on va le traiter de complotiste, d'antivax. On va tout de suite le dénigrer. On va absolument pas écouter quelles sont ses motivations. Je dirais, c'est même pas nécessaire d'être opposé. C'est déjà juste d'avoir de se poser la question. De se poser la question est déjà mal vu. C'est déjà mal vu. Ouais. Les médias, la peur, l'angoisse. C'était un mot-clé que j'ai entendu, la peur. Il y avait beaucoup de peur. Bien sûr, on va commencer par faire peur aux gens, en bombardant tous les jours avec des images, chocs, peur, et ça on a continué. Il y a un exemple qui m'avait frappé, qui a été un des éléments qui m'a fait réagir, c'est que durant l'été 2020, il y avait eu dans tous les journaux européens une page entière sur un enfant de 3 ans qui était mort, soi-disant, du Covid. Et puis, le père de cet enfant était un Belge. Quand il a vu cet article, il a dit « Mais je ne peux pas laisser passer ça, parce que mon fils, il n'est pas mort du Covid. Mon fils avait une série de maladies qui faisaient que ses jours étaient comptés. Et puis, malheureusement, il est mort. Puis quand il est mort, il avait le virus du Covid. Il est intervenu auprès des journaux qui avaient divulgué cette information en disant « Mais écoutez, ce que vous avez raconté là est totalement inexact parce qu'il n'est pas mort du Covid. » Il n'y a aucun des journaux qui est revenu sur ces affirmations-là. Donc, il s'est répandu dans le monde entier une information selon laquelle le Covid tuait les enfants de 3 ans. Et puis la presse en a tiré parti. C'est l'émotionnel. On ne reste plus au fait, on présente l'émotionnel. C'est ça le drame. C'est que si on en restait au fait et si on laissait à chacun le choix d'en tirer les conclusions, ce monde irait beaucoup mieux. Simplement, on préfère tirer sur l'émotionnel.
L'émotionnel, effectivement, a pris beaucoup de place. Et dans la consultation, c'était un élément très important à travailler. Le but d'un médecin, à mon avis, doit être de rendre les patients à l'aise pour sortir de la consultation rassurés et pas angoissés. Et juste pour terminer, d'où l'importance du lien. Si tu ne peux pas créer le lien. D'ailleurs, c'est ça qui est terrible, c'est que le bon journaliste doit présenter des faits et laisser à chacun la liberté de conclure, voire de juger s'il le nécessite. Mais là, au lieu de présenter des faits, on juge. Ça, c'est terrible. On est où avec le journalisme aujourd'hui? Il n'y a plus de journalisme, à part quelques petits journaux qui essayent de survivre. Mais ces gens-là n'ont pas pignon sur rue, malheureusement. D'ailleurs, on n'invite pas ce genre de journalistes à s'exprimer. Mais il y a de très bons, il y a quand même, je ne vais pas les citer, mais il y a quand même de très bons magazines. Mais ils sont... Bon, pour revenir à cette question par rapport à la responsabilité, qui est notre responsabilité, c'est vraiment une responsabilité de chacun de nous qui est impliqué pour construire un avenir. Moi, je suis plutôt optimiste parce que je vois beaucoup de choses aussi qui sont en train de changer. Je vois beaucoup de gens qui ne regardent plus la télévision, il y a des communautés qui se forment. Et aussi, moi j'espère juste qu'il y a un dialogue ouvert sans tout de suite mettre des étiquettes. Le dialogue avec les autres professions, pour moi, est toujours très très intéressant. C'est un domaine, le droit, que je ne maîtrise pas du tout. Pour finir, peut-être encore une fois, tout ce devoir d'un médecin, dont on a parlé tout au départ. On a des devoirs à remplir. Si on fait son travail consciencieusement, on va s'en occuper. Aujourd'hui, voilà, avec la technologie, les dossiers informatisés, on a encore des outils où on peut effectivement être assez efficace. Tout est noté, je peux dire. Ça devrait nous permettre finalement à consacrer un maximum de temps aux patients. Encore une fois, les liens, pour qu'on soit, voilà, les priorités clairement vers le patient et pas vers les dossiers. Donc on a tout, je trouve, pour faire bien. On a le savoir, on a la technologie, on a les ressources, on a l'intelligence, peut-être le courage. C'est la réflexion. Donc, parce que moi j'étais un peu étonné qu'il y avait peu d'avocats qui ont eu le courage, comme vous, de prendre position. Il y avait peu. Est-ce que je me trompe là ou... Non, mais tout à fait. Mais j'étais moi-même surpris de voir qu'il y avait si peu de personnes qui réagissent. Comment vous expliquez ça? Un peu de la même manière qu'il y a si peu de médecins qui réagissent. Je pense que les gens ont peur. Je retourne la balle dans votre camp. Je pense que les gens ont peur de s'exprimer. Ou alors, je pense quand même qu'on est dans une société qui a connu trop de confort. Et puis, les gens ne veulent pas perdre leur confort. Et puis, on préfère se dire, je laisse passer la chose et puis je continue mon petit train-train, puis ça va très bien. Après, c'est une responsabilité sociale de chaque individu, puis chacun réagit un petit peu à sa manière par rapport à ça. Vous savez, maître, j'ai vu des personnes qui ont eu le courage, comme vous, de se positionner, qui ont fait ce travail supplémentaire, sans être rémunérés, etc. Mais ce que je constate, ce sont des gens qui sont eux-mêmes. Ils ne sont pas pris par l'angoisse, c'est eux-mêmes. Et ils se construisent avec ce challenge, parce que la petite voix les pousse de là. Tu ne peux pas laisser comme ça, il faut aller plus loin, donc je veux bien dormir. Et ça, c'est très beau. Et je pense que c'est le plus important, qu'on peut être bien dans sa peau, qu'on peut être soi-même. Ça n'empêche pas de faire des erreurs, de faire parfois moins bien, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une certaine qualité de vie, n'est-ce pas? De pouvoir dire, j'ai essayé, j'ai donné, j'ai fait un maximum. Et même si on ne reçoit pas de réponse,
C'est un des problèmes encore beaucoup plus vastes de notre société, c'est que plutôt que de de dire aux gens soyez ce que vous êtes, hein, alors on essaye plutôt de les formater, de les guider vers quelque chose. Et puis, je crois que j'en étais moi-même la victime aussi pendant un certain temps. C'est-à-dire que lorsqu'on est jeune avocat, on est jeune avocat et puis on veut jouer entre guillemets à l'avocat. Et puis après, c'est un jour, on se rend compte qu'il y a d'autres valeurs là derrière. Et puis après, c'est est-ce qu'on veut continuer à adhérer à des valeurs qui ne sont pas les nôtres, ou bien est-ce qu'on veut choisir les valeurs qui sont les nôtres? Et puis ça, c'est un choix personnel. Et c'est ça qui doit nous aider, comme j'imagine que c'est le cas pour vous, pour avoir fait tout ce que vous faites, c'est qu'à un moment donné, il y a une conscience qui dit, mais est-ce que... Parce qu'il aurait certainement été plus confortable de continuer dans certaines démarches. C'est un dialogue avec soi-même et je peux répondre à la question par rapport à moi. J'aimerais être cohérent. J'aimerais être cohérent dans ce que je fais, dans mes actions. Je veux rendre un maximum de services aux gens qui viennent. Cela démontre que je sors de la zone de confort. Cela démontre aussi que je me renseigne auprès d'autres disciplines. Le droit, par exemple, donc avec les échanges avec vous, j'ai appris encore une fois aujourd'hui. Et je pense que c'est très important de garder cette attitude de t'apprendre tous les jours, surtout dans les métiers comme le vôtre ou en tant que médecin, et la capacité à réfléchir, à penser clairement est très importante pour pouvoir être cohérent. Et quand on est cohérent, je pense on est bien. Oui, moi je pense que c'est un choix personnel de chacun. Alors c'est sûr qu'il n'est pas facile de réagir, mais je pense qu'il est encore plus difficile de ne pas réagir parfois, et surtout par rapport à soi. Et ce qui m'a beaucoup étonné, ça je l'ai jamais dit, moi j'étais quelque part surpris et pas surpris non plus, que cet état de conscience, la petite voix, vous avez parlé de la spiritualité, on peut le dire comme ça, mais moi je parle d'un état de conscience, donc quelque chose en lien avec soi-même, des phénomènes on ne comprend pas, on ne peut pas expliquer finalement, d'être consciencieux. Pourquoi il y a des gens qui sont consciencieux, d'autres qui ne sont pas, on ne comprend toujours pas scientifiquement. C'est un phénomène qui existe aujourd'hui, et il y a plein de phénomènes en nous, on ne comprend pas sur le plan psychologique, mais il y avait des gens extrêmement réveillés avec peu de formation. Il y a d'autres qui ont fait des années de formation universitaire qui n'ont pas forcément posé des questions. C'est ce qui était très surprenant. Ouais. C'est que les personnes qui ont réagi n'étaient pas forcément des personnes de haut niveau intellectuel, de haute connaissance, ouais. Je dirais. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, les étudiants sortent souvent de hautes études en ayant une somme colossale de connaissances, mais à mon avis, avec peu d'esprit critique. C'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas. Moi, c'est personnel. Moi, je me souviens de mes études au collège où, en fait, lorsqu'un professeur arrivait avec une affirmation, qui nous disait « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Si on disait « Oui, c'est exact », mais c'est pas ça que je veux entendre. Ce que je veux entendre, c'est pourquoi c'est exact ou pourquoi c'est pas exact. Donc, c'est ce côté-là qui, aujourd'hui, fait défaut, à mon avis. Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi beaucoup de médecins, aujourd'hui, ne réagissent pas. C'est qu'ils ont... Déjà, lors de leur formation, très certainement, ils reçoivent tellement d'informations qu'ils sont très pointus dans un domaine, mais il leur manque un peu l'ouverture. Et ce sera probablement un des problèmes de notre prochaine société. Parce que dans tous les domaines, c'est comme ça. Et puis on oublie qu'en fait, qu'il y a l'humain, puis les rapports humains, et puis surtout la complémentarité des différents services. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous écouter. Je vous remercie beaucoup. C'est très intéressant, ce dialogue interdisciplinaire. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Dr. Klaus. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir et j'ai beaucoup de plaisir à suivre tout ce que vous faites. Je vous remercie également. Merci, Béatrice.